Bienvenue dans votre émission Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Paris est-il devenu la capitale incontournable de l'entrepreneuriat africain? Est-ce que pour réussir sa vie d'entreprise, les jeunes sont dans le devoir ou l'obligation de se rendre à Paris et impacter ici et là-bas à partir de Paris? Voilà donc pour en parler, je reçois aujourd'hui Rezaka, fondatrice de concours Miss Ethno, Miss Univers Ethno France 2024. Et ensuite Bouba Fane, opérateur sportif et culturel que vous connaissez, vous l'avez déjà reçu, on l'a déjà reçu dans cette émission. Enfin, Dagracia Mobengo, accompagnatrice de projets entrepreneurial. Alors, sans plus tarder, vous êtes tous les deux dans l'immédiat, dans l'événementiel. Reza, pour le concours Miss, comment ça se présente? Comment ça se fait? C'est avec tout le monde, c'est avec la diversité en France ici, ou ce n'est qu'avec des Noirs? Et quand on dit noir, c'est étendu, hein, c'est pas que des Africains, ça veut dire des Antilles à tous les nez cassés, là, non? En effet, alors merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler de ce concours que je situe sous l'angle de la diversité culturelle, entrepreneuriale et également. Alors, la particularité de ce concours, c'est que ça met en valeur la beauté naturelle africaine. Ça met également en valeur la culture africaine. Parce que vous allez voir que dans nos critères de sélection, nous avons privilégié le fait d'être naturel, peau et cheveux, bien évidemment, mais également le fait de s'intéresser à nos langues d'origine africaine, également savoir danser et savoir cuisiner. Ça, c'est vraiment la base des critères de sélection du concours. Alors, il faut être une femme parfaite, parfaite à l'africaine, éduquée à savoir faire les tresses, la cuisine, coudre, et aussi bien s'occuper du mari, non? C'est ça? En tout cas, lorsque la jeune femme ou la femme s'intéresse à notre concours, elle rentre dans un programme où on va la mettre dans la capacité de se préparer à transmettre. Et ce que nous aimerions vraiment garder, c'est le fait de retourner à nos fondamentaux en termes de soins corporels et beauté, mais de mari aussi, je vous vois. Vivre l'Afrique à Paris, vivre l'Afrique à Paris. À Paris, alors. Voilà. Et Bouba Fane, dans la même lignée, vous faites venir des sportifs, notamment des anciennes gloires, à Paris. Et le prochain programme, pas des moindres, se passera à Versailles. Pourquoi Versailles et pourquoi que des sportifs africains, en fait? Bonjour, Maman Sadio. Merci déjà pour cette belle invitation. Donc, c'est toujours un plus pour nous d'être visibles et de passer le message. Donc, pourquoi Versailles? Nous, aujourd'hui, Versailles et l'Afrique ont une histoire commune. Donc, il est important que les uns et les autres sachent que le château de Versailles a été entièrement construit par les Africains. Ils ont beaucoup participé à la construction du château de Versailles. Et en même temps aussi, quand on regarde l'histoire de l'Afrique et la France, dans toutes les écoles, que ce soit primaire et puis secondaire, on a tous étudié la Révolution française. Donc, à partir de cela, nous nous sommes dit aujourd'hui, il faut vraiment essayer de renforcer ce lien de partenariat. Et faire apprendre aussi l'histoire de l'Afrique, des empires et des royaumes africains ici en France. Donc, oui, ça sera l'échange historique aussi. Donc, nous avons décidé vraiment pas que des footballeurs, mais aussi il y aura des grands entrepreneurs africains, des chefs d'institutions qui vont se déplacer au mois de juin prochain à Versailles pour vraiment soutenir l'Afrique, le développement de l'Afrique. Alors, Dargacia, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ces entrepreneurs avec des projets sur Paris qui viennent de l'Afrique pour essayer d'imprimer, sinon s'imposer, ou imposer Paris comme capitale de l'entrepreneuriat africain? Alors moi, je suis extrêmement contente parce que ça vient de l'Afrique pour venir vers la France. Et là, je trouve qu'on est dans un bon retour et des échanges au niveau des procédés. On est enfin dans ce qu'on j'appelle peut-être une seconde gloire pour nous, en tant qu'Africains. Voilà, ça veut dire qu'on a quand même un savoir-faire, on a aussi des talents, on a des compétences et qui peuvent tout aussi être présentés par nous. Ça, c'est ce que je trouve extraordinaire. Ce sont des Africains qui parlent pour les Africains.
et qu'on est capable aussi quelque part de travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans le domaine dans lequel je suis. On va souvent dire travailler avec les Africains, et c'est souvent les Africains qui le disent, hein. Ah, ils ne sont pas forcément sérieux, ils ne sont pas forcément toujours dans les temps, ils ne sont pas toujours voilà, dans le respect de ce qu'on appelle aussi parfois la parole. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune société qui s'est faite parfaitement. Voilà, il faut choisir ses acteurs. Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on est mieux, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est moindre, et vice-versa. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des acteurs fiables. Alors moi, j'applaudis ce genre d'initiative parce qu'elles sont fiables. Elles sont fiables déjà pour nous, et puis elles sont aussi enclins à la jeunesse, comme disait Reza. Mais de ce que je sais aussi, c'est qu'ils sont aussi au Cameroun, hein, et qu'ils sont en train de faire quelque chose d'assez aussi extraordinaire, notamment sur des formations entrepreneuriales. Elles forment les jeunes filles, et puis il y a eu des retours en disant j'ai plus besoin d'aller me chercher en Europe. Il y en a qui sont dans les usines de farine, il y en a d'autres parce qu'elle a un partenaire qui lui s'occupe de ça. Alors, ça veut dire que Reza contribue à la retention des candidats à l'immigration clandestine. Oui. Effectivement. En fait, c'est une... Mais attendez un instant. Est-ce que des jeunes ne sont pas enclins à dire, mais vous avez accès à la France, vous y allez, vous vous épanouissez, pourquoi vous voulez nous retenir ici? Non? En fait, alors je vais vraiment vous raconter l'histoire authentique de ce concours. Le concours naît de la volonté de mettre en valeur les cheveux. Le retentissement, le bénéfice sur l'immigration, je l'ai découvert. J'ai découvert ce bénéfice. En marchant. Voilà, ce n'était pas ma première cible. Je suis vraiment sincère. Mais à partir du moment où la jeune fille s'est recentrée sur elle, a redécouvert son identité, a été fière d'être ce qu'elle est, elle a regardé l'Europe d'une autre manière, et surtout que sur place, elle a découvert qu'elle peut tout à fait s'en sortir, elle peut créer son entreprise, elle peut utiliser son talent, elle fait partie d'un réseau de personnes qui la boostent, qui la soutiennent, parce que l'univers ethno, c'est pas que la beauté, hein. L'univers, vraiment, comme le dit son nom, c'est tous ceux qui font, tous les acteurs qui font dans le sens du retour aux sources. Ça va de l'artisanat, de l'agriculture, de la transformation de nos plantes et farines, enfin, des farines panifiables. Ça regroupe tous les métiers, la gastronomie, pas que la coiffure, hein, tout ne tourne pas autour de la beauté. Moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce concours qui m'a vraiment ouvert sur les bénéfices. Et du coup, l'immigration, pour la petite histoire, lorsque j'allais très souvent au Cameroun, les filles me disaient trouve-moi quelqu'un là-bas pour que je puisse venir, qui puisse m'héberger, ou alors pour me marier. Bon, je ne voulais pas le dire comme ça, pour me marier. Parce que vraiment ici je n'ai rien, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux même pas me soigner, je peux pas envoyer mes enfants à l'école, je peux pas ci, je peux pas ça. Ou alors ramène-nous, j'ai appris qu'il y a des poudres indiennes pour les cheveux qui sont très bien. Je leur ai dit mais arrêtez, autour de vous il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai commencé les formations pour leur ouvrir les yeux sur toutes les opportunités qu'il y a autour d'elles. Et chemin faisant, nous avons eu notre marraine, qui est Kindak, qui les forme toutes pour l'entrepreneuriat, à savoir création et gestion d'entreprises. Et sur ce projet-là, toutes ouvrent leurs entreprises et elles sont cadrées et encadrées. Oui, mais il y a un problème. Souvent, on trouve que tous ceux qui travaillent sur les ressources naturelles, pour les produits dits bio, pour la cosmétique, trouvent qu'à l'achat, c'est très très cher et que les gens préfèrent en fait acheter ce qui se trouve sur le marché avec des produits chimiques. Est-ce que vous avez été confronté à... Absolument. Ça, c'était vraiment l'opposition qu'on me mettait en face, à me dire, oui, tu nous encourages à rester naturel, mais on n'a pas accès aux produits parce qu'ils sont très chers. Alors moi, j'ai pris le problème sous l'angle d'un engagement personnel et sous l'angle de la sensibilisation. Donc je me suis donnée à fabriquer des produits, à faire des formations pour que les femmes elles-mêmes puissent fabriquer elles-mêmes leurs propres produits. Parce que je suis partie du postulat que lorsque nous, filles africaines, nous naissons, à l'âge de 8 ans, 9 ans, nous pouvons déjà faire des petites choses à la maison. Oui, hein? Absolument. Nous savons dresser notre lit, nous savons faire notre hygiène corporelle, nous savons un tas de choses. Apprendre déjà à tresser, à coudre, à côté de la maman, oui. Nous ne savons nous pas... grandissons avec des métiers, en fait.
Exactement. La femme africaine grandit en sachant faire la broderie, la couture, la broderie, tresser, cuisiner, repasser, qui sont des métiers ici Voilà. qui font gagner Et beaucoup donc, d'argent. moi, je voudrais donc que, et c'est déjà le cas, que l'éducation capillaire rentre dans l'éducation de base. Que la jeune femme, c'est pour cela que j'ai également fait ce concours pour cibler la jeune fille, la jeune dame, pour qu'elle puisse à son tour transmettre. Mais ce n'est pas le cas dans le milieu sportif, Bouba Fane, où on voit que quand des jeunes sportifs arrivent lors des grands événements sportifs à travers le monde, ils font défection, ils disparaissent de leur fédération, de leur encadreur, de leur entraîneur, pour se retrouver dans la nature, dans le pays qui les a accueillis. Est-ce que vous pourriez à un moment aussi arriver à retenir ces jeunes-là sur le continent avec des projets comme le fait Reza? Oui, c'est normal. C'est pour ça que nous sommes en train de créer l'initiative Force Afrique Verte. Donc, c'est amener la solution en Afrique pour les jeunes et surtout les femmes aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de dire, le problème est économique. Parce qu'aujourd'hui, tant que les jeunes n'ont pas suffisamment de moyens pour survivre, ils vont soit prendre l'océan, soit s'ils ont la chance d'être en Europe, donc ils ne peuvent que prendre la tangente. Donc aujourd'hui, à nous de donner un nouveau rêve, montrer à cette jeunesse que la solution se trouve en Afrique et que c'est en Afrique qu'on peut devenir très riche, pas en Europe. Donc c'est à travers des initiatives comme l'initiative Force Afrique Verte qu'on va mener à Versailles, amener les décideurs, surtout ceux qui sont les acteurs africains de la diaspora et aussi nos décideurs, c'est-à-dire nos ministres. Mais est-ce que vous n'allez pas beaucoup plus contribuer à faire en sorte qu'ils viennent vers ici? Parce que Versailles, c'est quand même Versailles. Versailles n'a pas d'égal. Hein? Non, c'est loin de là, parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'ils ne vont pas voir que toutes ces personnalités que vous arriverez à projeter, qui verront à travers les images être dans des endroits aussi somptueux, ne vont pas leur donner plutôt envie de venir ici et par tous les moyens que de vouloir rester sur le continent? Aujourd'hui, moi, je pense que ça, c'est un faux rêve, si ceux qui pensent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rêves de venir à Versailles, il faut travailler pour avoir de l'argent. Et donc, alors que nous sommes à Versailles pour prendre une décision forte pour eux. Donc, amener vraiment les dignes fils d'Afrique qui sont au niveau de la diaspora. Pour nous, eux, c'est les trésors pour l'Afrique. Donc, amener toute cette personne, comment ils peuvent investir chez nous en Afrique et surtout les amis de l'Afrique. Donc les amis de l'Afrique, ça peut être les opérateurs économiques d'ici et d'autres pays qui vont accepter d'aller créer de l'emploi pour la jeunesse en Afrique. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est à travers ce genre d'initiative qu'on pourra montrer à la jeunesse, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a débuté en Afrique, on a réussi en Afrique, c'est ça qui nous a rendus éligibles pour avoir le visa français. Et c'est à travers ça que nous avons pu faire des allers-retours ici et l'Afrique. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment venir, que ce soit aux États-Unis, en France, en Suisse, se promener ou faire le tourisme, donc il faut travailler d'abord en Afrique. Donc tout commence par l'Afrique. Dagarcia, vous, par contre, vous êtes un pur produit français, bien que bronzé, hein, vous êtes un pur produit français. Mais comment arriver à faire comprendre ce que Bouba Fane dit? Que les ressources, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on devient le plus riche, parce qu'on a quand même vu que le monde entier se enrichit à partir de l'Afrique, alors que les Africains eux-mêmes cherchent à partir dans le monde entier, notamment en Occident, en Europe et aux États-Unis, tout en ayant la matière pour eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que le rêve africain n'existe pas? Alors, moi, pur produit de l'Europe, je dirais oui et non. Pur parce que je suis venue parce qu'il y avait eu la guerre. Mais vous Voilà. étiez très enfant, voilà, très enfant, oui, très enfant. ce Donc, que je dis, c'est que quand on a fait sa scolarité ici, quand on a Oui, grandi ici, bien on est un évidemment. produit Je suis un c'est-à-dire produit même si vous étiez en Afrique, je vous aurais dit produit africain, mais lorsque vous venez, Oui. vous êtes enfant. Ce donc que je veux vous dire êtes par là, construit c'est ici. très important ce que je veux dire. Parce qu'en fait, qu'on soit pur ou pas, on a des racines. Et moi, ça a 28 ans que je trouve mes racines. Et c'est là que je comprends que c'est, par exemple, en France, que j'ai appris à être noire. Vous voyez ? Moi, je suis venue ici, et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je suis venue parce qu'il y avait la guerre. Sinon, on ne vient pas juste parce qu'on a envie de venir. Si on avait ce qu'il faut, et ça c'est une vérité aussi, quand on a
les infrastructures, les hôpitaux, le système scolaire, etc. Les gens n'ont pas besoin de bouger ou de voyager à proprement dit. Comme les Libyens. Voilà, on n'a pas besoin de venir à proprement dit. Comme ma génération. Tout à fait, parce qu'on même lorsqu'elle venait ici, c'était juste pour les études. C'est pour les études, les vacances, et puis on rentre chez nous. Pourquoi? Parce ma génération, c'était ça. Il n'y avait pas de rêve. Il n'y avait pas de rêve français. Il n'y a même pas de rêve. Il y avait un rêve pour certains, c'était de voir la France. Bien sûr. Une fois au moins dans leur vie. C'était oui, et puis l'histoire parce que c'était le grand colon, si on peut dire ça comme ça. Et puis bon, la Tour Eiffel, c'est toujours la Tour Eiffel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que je revendique aujourd'hui, je ne suis pas française congolaise, je suis congolo-française. Parce que j'ai compris d'où je viens. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je suis dans une phase, moi, par exemple, de ma vie, où, par exemple, ma réussite va toujours être soupçonnée par ces personnes-là qui me disent française, bien que ma couleur leur rappelle que je ne le suis pas. Et il y a un moment, il faut prendre position. Nous, on est métis, on est portugais, congolais dans ma famille directement. Donc, mon sang est mélangé. Cabinda. Voilà, on est... on est mélangé, Hein, donc c'est ma grand-mère qui est portugaise, congolaise, indienne, par son père, etc. Mais ce que je veux dire par là, tout ce qui est extérieur à moi est vraiment africain. Et vous vous retrouvez dans des sociétés occidentales qui vous font comprendre que tu n'es pas des nôtres, bien que tu sois des nôtres juste parce que tu as grandi ici, mais en même temps, quand il faut accéder à certains postes, c'est compliqué. Et à 28 ans, j'ai une claque, parce que la Covid est arrivée, je me dis, mon Dieu, je dois retourner quelque part. Mais le seul passeport que j'ai, c'est le congolais. C'est pour ça que je dis que c'est là d'où on sait, d'où on vient et là où on est né. Et je retourne au Congo et je me prends une claque et je me dis un arbre a des racines et mes racines elles sont au Congo, mais plus généralement en Afrique. Et c'est là que je décide de travailler pour mon continent, que je comprends qu'on a énormément de choses, mais qu'on n'a pas l'ouverture d'esprit, parfois la raison pour se dire mais j'ai tout chez moi. Parce qu'on est continuellement dans des sortes de chimères où ça va pas, ça fonctionne pas, ça va pas. Mais il n'y a aucune nation qui s'y fait en un jour. Je veux dire, les buildings ne sont pas sortis en une journée. Il y a eu la Révolution française. Oui, mais quand on a quand même eu l'exception des pyramides et puis se retrouver à sublimer sur les tours de New York ou de Dubaï, c'est quand même... on a une histoire. C'est quand même contradictoire. Je pense qu'il faut savoir accepter ce qui a été et ce qui sera. Mais on peut se battre pour ce qui va devenir demain. Et c'est dans ce sens-là, moi, que je milite en disant, mais on peut faire des choses chez nous. Ah oui, vous voulez venir, venez. Chacun doit chercher, comme on dit, son horizon. Mais la chose étant, c'est que je ne veux plus qu'on ait ces genres de discours où l'Afrique, c'est naze, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, comme il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas ici aussi. Vous savez, l'Europe, c'est pas le paradis. Et l'Afrique, c'est pas l'enfer non plus. Mais aujourd'hui, c'est quel positionnement on a, quelle posture on a. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez nous. Mais il faut être accompagné, il faut être formé, comme vous mettez des programmes en place, vous mettez des accompagnements, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être accompagné. Mais ça ne se fera pas demain. Alors, Reza, est-ce que souvent, il n'y a pas de faiblesse dans la volonté politique des dirigeants au niveau local là-bas qui... Alors, j'ai cessé de me poser la question, quand est-ce qu'on va mettre un coup de pouce dans ce projet pour aller loin? Moi, j'ai pris le parti de m'engager à mes fonds propres. Non seulement là, on parle du concours aujourd'hui, mais mon engagement date depuis plus de 10 ans. C'est depuis 10 ans que j'ai le credo du retour aux sources, de retrouver notre identité, d'être fier sans complexe. C'est pour cela que ma communauté internationale porte le nom de Crépus sans complexe. Alors, Crépus sans complexe est né parce que j'ai été injuriée un jour, parce que j'avais les cheveux naturels. Mon engagement a pris racine à partir de là. Et aujourd'hui, je me suis engagée, jusqu'à aujourd'hui, je me suis engagée sans rien attendre pratiquement de personne, sauf de bonnes âmes. Oui, nous sommes toutes les trois à avoir des cheveux naturels, même si les miens sont cachés sous ma coiffe. Mais dites-moi, comment vous faites, au quotidien, comment vous slalomez avec toutes ces perruques qui vont de 500 à 1000 euros, très, très convoitées par les jeunes et même voire les moins jeunes femmes africaines? Je me dis quel gâchis. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment la femme africaine est pratiquement la seule qui se renie au point de cacher ses cheveux pratiquement H24. Les autres, quand ils mettent les perruques, c'est soit pour des raisons religieuses, ouais, voilà, ses cheveux. Voilà. Pour des raisons de maladie ou des raisons génétiques. Voilà. Ouais. Mais jamais pour des raisons de complexe, pour des raisons de se renier. On en est là. Et je dis, c'est vraiment dommage. D'où j'encourage tout le monde là. Je sais qu'il y en a vous encouragez tout le monde. Bouba Fane est issu d'un pays, le Mali, qui porte le plus de coton.
Mais pourtant, son coton, produit chez lui, exporté en Inde principalement, et est réexporté en Allemagne, revient sous forme de tissu qui est le plus convoité au détriment du tissage local. Est-ce qu'avec ça, vous comprenez que vos sportifs veuillent plus venir ici que de rester au pays? Bon, c'est ça. Aujourd'hui, il faudra mettre nos produits en valeur. C'est pour ça que quand vous remarquez moi-même sur ce plateau, je porte ma propre marque FAV, Force Afrique Verte. Donc, c'est des tissus qui sont 100% d'Afrique. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, à nous vraiment de se réveiller et aussi amener des solutions pour régler tous ces problèmes. Les solutions, on en reparlera dans un instant. Pour le moment, nous allons marquer une courte pause et nous reviendrons bien sûr sur Tumulte, sur Global Africa, avec nos téléspectateurs qui, bien sûr, vont aller toucher la cloche sur YouTube pour s'abonner. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Bienvenue, même plateau, même émission, mêmes invités pour se poser la question de savoir si Paris est incontournablement la capitale de l'entrepreneuriat africain avec cette jeunesse qui ne manque pas de toupet et qui a décidé d'avoir un pied là-bas, un pied ici, mais surtout aussi à leur manière de contrôler cette immigration tueuse de mains, de personnes, d'initiatives et tueuse de rêves, parce que ça ne sert à rien si finalement on ne peut pas arriver à destination, de tenter le voyage alors qu'on a tout, absolument tout, le monde entier s'enrichit en Afrique. Donc l'entrepreneur africain. Alors, il mérite d'être vu pour ce qu'il est. Voilà. Après, bien évidemment, il a besoin d'être structuré au niveau des standards. Quand je parle des standards, c'est cette capacité à être dans les temps, cette capacité à maintenir la cadence. On ne peut pas être compétitif si on ne sait pas gérer la pression. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne quand même, c'est une vérité aussi. Et qu'on ait le sens du travail et pas des excuses. Vous savez, moi, je dis toujours, le travail, c'est des faits. Ce qui est autour, là, ce n'est pas le travail. Donc, soit c'est fait, soit ce n'est pas fait. Et malheureusement, on est encore dans des sociétés où les gens ont beaucoup de mal à comprendre que le travail, c'est des faits. Ce n'est pas le fait que j'ai ma chèvre, j'ai perdu ma chèvre, je n'ai pas eu un tel. Non, non, les faits. Et on a cette difficulté à avoir les bons codes, je dirais. On est bon dans ce qu'on fait, mais quand on n'a pas les bons codes, on va pouvoir peut-être privilégier le chinois qui, lui, quand il dit qu'il vient, il vient. Ouais. Donc, c'est ce qui nous limite beaucoup aussi, c'est notre attitude face au travail. Ça, c'est quelque chose dans lequel je ne sais pas si on peut faire des formations un jour sur... moi, je sais que j'en dispense sur le caractère d'un bon dirigeant. Reza, on a vu lors du sommet Chine-Afrique, la Chine promettre 1 million d'emplois à la France. Alors que, je vais vous détailler, vous aviez porté un kimono exceptionnel avec du coton Maison Afrique, fait en Afrique, du coton africain, cousu manière africaine. Vous avez des boucles d'oreilles en peau, un collier en dents de chameau et en coton. Vous avez une bague faite avec du matériau de chez nous, donc de l'argent. Et du bois. Et du bois. Et tout ce que nous voyons, c'est du bois. Si ce n'est du bois d'ébène, en tout cas, c'est du bois noir. Donc n'importe quel bois qui a pu être teinté, coloré et avec d'autres couleurs. Alors quand on a tout ça à portée de main et qu'on n'a pas d'industrie textile digne de ce nom en Afrique, ou du moins la plupart des pays n'y pensent pas. Surtout, vous êtes à proximité des deux Congos, le Cameroun, d'où est née la sape. La sape, c'est le vêtement, c'est le tissu. C'est le tissu, comme ils disent, le ayong, si je traduis en lingala, qui tendi. Donc c'est le ayong qui fait l'homme en Afrique centrale. Comment se fait-il que cet ayong doive être importé pour que vous ayez du boulot en Afrique?
alors que c'est produit en Afrique? Pour moi, pour ma part, je pense qu'il faut un changement de paradigme, un changement de mentalité, un changement, un autre positionnement face au complexe qui nous a écrasés, malheureusement, qui nous a fait voir que tout ce qui est bien, c'est chez l'autre, pour ne pas dire l'Occident, en Occident. Tout ce qui est bien. Moi, j'ai entendu pendant toute mon enfance être belle comme une blanche, parler comme une blanche, manger comme un blanc. C'est ça qui était bien. S'habiller aussi comme un blanc. Et donc, moi, les tissus que je porte aujourd'hui, les bijoux que je porte aujourd'hui, je ne les portais pas hier. Je ne les portais pas à mon enfance. Parce qu'on importait les tissus. On me mettait les bijoux faits en Occident. Ça, c'était pour des villageoises. Pour des villageoises. Ah, c'est pas en coton, c'est plutôt des coris. Ça, c'est des coris. Un produit de mer, oui. Voilà, des coris et du bois. Voilà. Ça ne se mettait pas. Ah non, j'ai pensé que c'était comme chez les Touaregs qui travaillent avec beaucoup les dents de chameau pour faire des coris. Peu importe, mais j'en ai dans ma collection. C'est du matériel. Voilà. C'est du matériau africain et qui peut faire des choses mieux que, pour ne pas les citer, Hermès ou Coco Chanel. Voilà, c'est pour cela que... Qui coûtent des fortunes, des fortunes. Exactement, c'est pour cela que je me permets de les porter aujourd'hui avec énormément de fierté et de revendication, avec toute l'énergie qui va derrière, pour séduire aussi les miens, parce qu'ils me trouvent jolie finalement, avec mes cheveux comme ça et mes bijoux. Ah, et avec ce maquillage qui rappelle les cérémoniales un peu partout en Afrique centrale. En mariage, en décès, ça parle nos maquillages. On est maquillé selon les circonstances. Voilà, je me dis, je suis africaine, je suis black, crépue. Je n'ai pas envie d'être une Africaine à la tête d'une Chinoise. C'est mon choix, en tout cas. Je ne suis pas en train de critiquer celles qui trouvent leur équilibre dans un mélange qui leur convient. Moi, ce qui me convient, c'est de retourner à mes fondamentaux. C'est ce que je sublime, c'est ce qui fait de moi ce que je suis, et c'est vraiment ce que je revendique. Voilà. Il y a 10 ans, je n'étais pas comme ça, ouais. Enfin, plus. Bouba Fane, Voilà. Bouba Fane, on voit des Africains dans des clubs français, dans des clubs de basket, de football américain, donc aux États-Unis. Après, avant la fin de vie sportive, ils sont restés par les pays du Golfe, le Moyen-Orient notamment, mais jamais on a vu que l'Afrique n'a importé. Pourtant, comme on le dit, tous les Africains, les grands pays de foot, par exemple en Afrique, apprennent comme les Brésiliens qui, de tout temps, étaient les meilleurs au bord des plages. Mais pourquoi l'Afrique n'importe pas de footballeurs occidentaux, brésiliens ou qataris? Bon, c'est le moyen. Le football, c'est l'argent. Si aujourd'hui, l'Afrique, on n'a pas les moyens pour attacher les services des joueurs, au fait, ce que les gens oublient, les footballeurs, c'est leur métier, c'est leur profession. Donc, même une minute sur le terrain de football, ça doit leur rapporter de l'argent. Donc, aujourd'hui, en Afrique, le sport, il y a un manque de sponsoring et tout. Donc, les sociétés n'accompagnent pas comme il faut. Même les à part pour la CAN, la Coupe du Monde, ouais, c'est là où ils mettent vraiment beaucoup d'argent. Mais pour motiver le sport local, en tout cas, ça traîne. Ils sont absents, ils sont très très absents. Et donc, c'est pour cela que je tiens à saluer tous ces dirigeants sportifs qui se battent jour et nuit pour faire avancer le sport africain. Ce n'est pas du tout facile, il faut être dans le milieu pour comprendre. Alors, mais pour comprendre, il faut être dans le milieu, mais il faut aussi peut-être savoir ouvrir les bonnes portes, non, Bouba? Bon, c'est une question aussi, on peut dire, nos décideurs peuvent mettre la pression sur les sponsors, mais les entreprises privées et autres, là, donc s'ils sont absents, ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, tu trouveras peut-être que les patrons de clubs qui ont les moyens, qui peuvent plus acheter des joueurs, mais ceux qui n'ont pas de moyens, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils resteront bloqués. Mais je vois beaucoup de milliardaires investir pour leur publicité dans leurs produits sur les réseaux sociaux, pour les influenceurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous quelque chose à tirer avec ces entrepreneurs ou investisseurs au niveau local?
Bon, et quand on regarde les influenceurs, je pense que ce budget n'est rien par rapport à acheter un joueur pour venir jouer en Afrique. Ce n'est pas du tout comparatif. Parce que, par exemple, aujourd'hui, payer un joueur à 1 million d'euros ou à 500 000 euros pour venir jouer en Afrique, donc si un club le fait déjà, donc ça va être chaud pour l'avenir. Donc l'Afrique, on dirait que est une pépinière qui œuvre, comme dans tous les domaines, à planter, à élever et à injecter dans le monde. Bien sûr. Elle le fait sauf chez elle. Et c'est ça qui est dommage. Dans pratiquement tous les domaines. Elle le fait dans tous les domaines. Les cerveaux s'envolent. Toujours. Les pieds s'envolent. Les petites mains s'envolent. Oui. Et tout le monde part. Quand je dis tout le monde part, c'est ceux qui ont peut-être la volonté de se dire « je veux m'en sortir ». Je ne dis pas que les gens qui restent n'ont pas la volonté de s'en sortir, mais je dis juste qu'il faut avoir une sacrée hargne pour se dire « je vais traverser la mer ». Il y a une forme de désespoir qui est profond, mais il faut beaucoup de courage. Vous savez, des fois, on les voit toujours, ce sont des gens qui pensaient que peut-être que ça ne valait pas la peine, etc. Mais il faut beaucoup de courage de dire « je ne suis pas sûre de revenir et je ne suis pas sûre quand est-ce que je reverrai ma mère ». Voyez ? Des fois, on ne se met pas assez dans ce côté humain-là où ce sont des gens qui sont prêts, au péril de leur vie, à se dire « il faut que je m'en sorte ». Et souvent, quand on vient, ce n'est pas juste pour venir, c'est pour donner à manger à ceux qui sont derrière. Oui, ça aussi, on n'en parle pas de cet aspect-là. Oui, ils traversent, mais ils ne traversent pas en vain. C'est parce qu'il y a des bouches à nourrir. Et ils disent « moi, je vais prendre ce risque-là de perdre ce que j'ai à perdre, mais si je peux sauver les miens, je le ferai ». Donc, aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous, on se positionne en Afrique, je dirais en généralité, parce que toute l'Afrique ne se vaut pas. Il faut dire ce qui est aussi en fonction des pays. Il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on fait même pour les moins jeunes? Tout ce que les gens demandent, c'est on veut des infrastructures, on veut pouvoir se soigner, on veut pouvoir étudier et surtout on veut pouvoir aussi vivre de nos passions. Si on a les infrastructures comme dans le sport, par exemple, au-delà de payer le sportif, mais il faut bien qu'il travaille quelque part, il faut bien qu'il y ait des infrastructures, il faut bien qu'il y ait des camps pour qu'il puisse s'entraîner et puis à la hauteur des standards internationaux. Et quel est le cadre qu'on propose aux gens? Moi, je dis souvent les personnes qui veulent repartir, je dis on veut bien rentrer, mais dans quel cadre? Voilà, quel est le contexte? Quand mon électricité n'est pas toujours bonne, quand je ne peux pas forcément soigner mes enfants, ni même pouvoir faire des filières dans lesquelles ils pourront s'épanouir. Enfin, il y a plein de problématiques. Mais n'empêche qu'on peut quand même faire quelque chose parce que c'était les mêmes en Europe avant. Reza, vos relations avec le ministère de la Culture ici, parce qu'on avait vu que sous Sarkozy, il y avait ce programme d'accompagner ceux qui étaient issus de la diversité à des programmes à destination de leur pays. Est-ce que ça tient? Est-ce que vous avez regardé de ce côté pour pouvoir agrandir votre influence d'ici pour impacter là-bas? Ah ben merci, parce que vous venez de me donner une très bonne information. Cela veut dire que, hein, même demain, je verrai comment aller toquer à la porte. Sincèrement, pas que j'étais dans le complexe d'aller au ministère, mais je me suis dit, je n'ai pas de temps à perdre. Parce que je craignais déjà la réponse. Mais si c'est réellement un programme politique, je veux bien m'y intégrer. En tout cas, Macron l'avait fait, pardon, je parle de Macron, c'était le programme de Sarkozy à l'époque qui était mis, des initiatives. Moi, j'ai rencontré des jeunes stylistes à Bamako qui étaient venus avec des budgets ici pour aller former pendant 6 mois des jeunes au Mali, leur pays d'origine, c'est-à-dire si vous étiez centrafricain aussi, vous aurez pu emmener votre projet en Centrafrique et ils pouvaient être formés 6 mois là-bas, venir être formés 6 mois ici pour leur donner un métier et pour pouvoir les fixer en Afrique. Mais Bouba, est-ce que vous avez pu, dans votre secteur, creuser pour aller vers votre ministère de tutelle, vous rendre compte que vraiment, il n'y a rien à faire pour retenir sur place et former de très grands footballeurs? Parce que je me rappelle, Seydou Keita, qui a eu vraiment un nom, qui était un produit pur malien. Mais en amont, c'est que son oncle, le défunt Domingo Salif Keita, le footballeur, a bénéficié d'une formation ici, à Saint-Étienne, a créé une école de football où il a formé son neveu, et son neveu a été un des meilleurs en France, à Chelsea aussi, je ne sais pas si c'était dans quelle équipe, mais il a été le meilleur de son époque. Et là, il vient d'injecter, à Barcelone, pardon, il était au club de Barcelone, et il vient d'injecter des milliards pour la construction d'une usine au Mali. Là. Des milliards. Je ne dis pas des millions, mais des milliards. Je ne sais plus dans quel secteur, mais on l'a vu. Il a présenté son projet. C'est une grande usine avec beaucoup de machines. 12 millions d'euros.
12 millions d'euros qu'il a injectés pour ce projet. Est-ce que réussir dans le football est un long chemin d'aller-retour France-Europe ou États-Unis-Europe pour finalement venir en Afrique et ne pas toujours être sûr qu'on puisse retenir les pieds? Oui, bon, moi je pense que déjà, quand vous avez pris l'exemple sur Salif Keita, le centre Salif Keita, il est vraiment à saluer parce qu'il a pu donner vraiment des grands noms du football africain comme Mahamadou Diarra, oui. Seydou Keita. Et aujourd'hui, on salue aussi Jean-Marc Guiou. Jean-Marc Guiou qui a mis un centre de formation énorme au Mali, qui a pu produire des joueurs comme Yves Bissouma et tant d'autres. Amadou Aïdara et tant d'autres. Yves Bissouma qui d'ailleurs aussi donne ses bénéfices, tout le surplus de ses avoirs aux activités sinistres, aux événements sinistres qui ont eu lieu Il a fait un don Bamako. pour les sinistrés de Bamako. Oui. Donc aujourd'hui, c'est très simple à comprendre. Nous, aujourd'hui, le football est une solution de développement pour l'Afrique. Non seulement quand on regarde ce que ces jeunes footballeurs gagnent comme contrat en Europe et partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'après-carrière qui fait peur parce que ces jeunes n'ont pas vraiment des bons représentants en Afrique pour pouvoir bien investir. Donc, l'initiative de Seydou Keita est vraiment salutaire et je pense qu'il fait partie des très rares joueurs africains qui ont pu faire ce genre de réalisation. Et je pense qu'il peut être le premier à le faire aussi en Afrique, parce que je ne peux pas trop vérifier, mais ce qu'il a fait est exceptionnel et salutaire. Mais ce n'est pas une question pour encourager l'homme aujourd'hui. Il faut que les autorités du Mali acceptent de lui accorder des exonérations pour que son usine n'ait pas de problème. Donc c'est ça l'essentiel, que ça doit se faire et ça va donner courage à d'autres joueurs de faire pareil comme Seydou. Parce que si Seydou réussit sur cette route, d'autres joueurs vont prendre l'exemple forcément sur lui et ça sera salutaire pour le continent africain. Et c'est ça aussi notre objectif. Des pistes de dégagement, est-ce que vous en avez eu, vous avez pu percevoir quelque chose qui puisse se dire, voilà, de ce continent-là, pour être fixé, pour entreprendre, c'est possible, mais il y a un bouton que nous appuyons mal ou pas du tout? Alors, il y a un bouton qui est essentiel, je pense qu'on doit comprendre, ça avance parce que c'est à fond propre. Ça, les gens ont peur de ça, mais c'est une vérité. Vous savez, on parle de l'aide au développement, mais on l'avait dit la dernière fois, c'est pas pour le développement du tout. Ça avance, vos initiatives avancent parce qu'il y a beaucoup de fonds propres. Et en fait, il faut être prêt à investir d'abord. Et souvent, on est dans des cas de figure où on attend que la manne tombe du ciel, mais pas du tout, en fait. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause pour se retrouver dans quelques petits instants avec les mêmes invités, charmants entrepreneurs et charmantes, charmants et deux charmantes sur le plateau. À tout de suite. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah, Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. bravo. J'ai tenu bon. Je suis fière de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Reza Ka, fondatrice du concours Miss Univers Ethno France 2024, Bouba Fane, opérateur sportif et culturel, et Dagarcia Mobengo, accompagnatrice de projet. Dites-moi, Reza, est-ce que vous êtes un peu optimiste malgré le fait que on a vu à un moment Dagarcia nous dire comment le déploiement de l'énergie du désespéré pousse nos jeunes à traverser tout en sachant que la mort peut être au bout de la route, avant d'atteindre le rêve. Est-ce que vous avez des perspectives qui puissent faire que un jour ça parte de l'Afrique pour ici, où on menait la diversité qu'on trouve en Afrique ici, en France ici, en Afrique, pour aller donner un coup de main par rapport à tout le matériau local disponible et moins cher qu'on trouve même dans la nature. Moi, j'ai travaillé avec les autochtones de Cameroun,
du Congo, de la RDC, mais on trouve des merveilles dans la forêt. Hein. Pas parce qu'on a détruit la forêt, mais parce que la forêt les a rejetés. Les déchets de la forêt peuvent être des bijoux pour nous. Oui, moi, le concours que je fais, Miss Univers Ethno, c'est un outil. C'est un outil dont je découvre la force. C'est un outil qui renforce la femme dans son identité. À partir du moment où on sait qui on est, on se retourne et on regarde mieux son environnement. On s'enracine et on se positionne face aux défis du monde en sachant qui on est. C'est très important. On ne nous bouge plus facilement. Moi, aujourd'hui, la fierté que j'ai, moi aussi, je suis venue en Europe. Si j'avais eu cette fierté avant, j'aurais sûrement supporté la boue et j'aurais même exploité cette boue pour faire des maisons en terre battue, pour faire des maisons en briques et les proposer comme au monde. Aminata Draman, Voilà. Mais je pensais que la boue, c'était pour les pauvres. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Et c'est ce changement de regard que j'essaie d'apporter. C'est cette fierté, cette confiance. Confiance en soi et confiance dans notre environnement. Nous avons tout en Afrique, on ne cessera pas de le dire. Nous avons tout pour faire nos maisons, pour bien manger, pour bien nous soigner, etc., etc. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre de nos gouvernements pour le moment avant de faire. Faisons, chacun à son petit niveau, que chacun se jette vraiment dans le défi mondial, dans le défi personnel, dans le défi du bien-être, dans le défi sanitaire, dans le défi même écologique. Et avec cette prise de conscience, je pense que nous irons loin. Bouba Fani, est-ce que pour vous aussi c'est par le métissage, c'est-à-dire avoir un regard décalé parce qu'on a quitté son milieu d'origine, a grandi et donne beaucoup plus de perspectives quant aux solutions qu'on veut trouver dans son domaine d'activité pour pouvoir impacter ici et là-bas, hein, afin que peut-être qu'un jour une capitale africaine soit la capitale de l'Europe ou de la France, de la mode ou du sport ou de l'entrepreneuriat en général tout court. Oui, ça peut se faire quand on regarde beaucoup de pays aujourd'hui, quand on voit les innovations, que ce soit côté restaurant, côté infrastructure et autres là, généralement, ce changement vient de la diaspora. C'est eux qui viennent changer les choses en Afrique. Donc, c'est important aujourd'hui que l'Afrique se repose sur ses dignes fils qui sont à l'extérieur, donc pour pouvoir venir et changer les choses, transmettre des nouvelles initiatives, que ce soit technologiques et autres. Et je pense que la meilleure solution possible, c'est de se reposer sur cette diaspora africaine qui veut vraiment le changement en Afrique. Donc, c'est possible et la solution ne peut que venir de là. Mais maintenant, ça s'effrite, les diasporas autant. Tous les 2 ans, voulaient courir, aller au pays se ressourcer. Autant maintenant, on a une diaspora où c'est des jeunes nés dans le pays d'accueil de leurs parents et qui n'ont pas assez de liens. En fait, avec le pays de leurs parents, est-ce que vous avez toujours espoir que ça pourra... Ça pourra aller. C'est pour cela que nous sommes en train d'amener cette initiative pour faire au moins chaque année 3 pays comme la capitale africaine. Donc, amener les amis de l'Afrique, amener la diaspora à découvrir l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce continent? Donc, et aujourd'hui, montrer que la solution vient de nous, le continent africain. Mais par exemple, vous, dans votre domaine, qu'est-ce que vous allez faire voir à vos partenaires en Afrique pour qu'ils vous osent investir pour le bien des Africains afin qu'ils puissent s'y implanter? Donc déjà, c'est amener d'abord sans la paix dans les pays, sans la tranquillité, donc il ne pourra jamais avoir d'investissement. C'est de montrer ce côté-là aux Africains et en même temps montrer aujourd'hui aux partenaires, les amis de l'Afrique, que l'Afrique est un continent crédible et rentable. Donc c'est pour cela que nous allons faire cette grande rencontre économique, culturelle et sportive pour amener vraiment une solution durable de développement pour l'Afrique. L'Union africaine a un programme qui s'appelle Agenda 2063, c'est-à-dire d'ici 2023, qu'on puisse transporter les mèches peut-être faites avec les cheveux naturels que confectionne Reza jusqu'au Maroc et prendre les dates de Maroc sans barrière douanière, sans quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que cette initiative vous pourriez vous insérer là-dedans afin de chacun de vous, dans son domaine, faire que
l'Union africaine se retrouve autour des diasporas aussi, afin de se construire des initiatives des diasporas? Moi, je pense que c'est une très très bonne solution. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Au Mali, peut-être que quelqu'un qui a une usine de coton, donc aujourd'hui n'arrive pas à avoir de graines de coton à Bamako, il est obligé de payer les graines de coton à Cotonou ou peut-être au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Obligé en faisant rentrer, il va payer la douane. Alors qu'aujourd'hui, le Bénin peut être une solution pour ces industriels maliens à produire. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de barrière douanière, donc ça va beaucoup arranger les choses et ça va même baisser les prix. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté aussi en Afrique, c'est aujourd'hui l'instabilité politique. L'instabilité politique, économique et surtout aujourd'hui, les gens cherchent à manger. Si de telles initiatives arrivent aujourd'hui, ça va faciliter l'autosuffisance alimentaire en Afrique. De votre toit tour-eiffélien, Oui. quelles sont les pistes que vous avez pu entrevoir? Parce que quand on est sur la tour Eiffel, On peut mieux voir. on peut Voilà. mieux voir. Et même au-delà de la France, hein, voire même en Afrique, pour voir qu'est-ce qu'on peut engager, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, perspective, tout simplement pour s'en sortir. Et penser quelque chose aussi pour la génération à venir. Alors, on a un grand manque de formation adaptée aux réalités, au marché local et aux besoins instantanés des entreprises, mais aussi aux réalités du fait qu'il faut qu'on mange. Aujourd'hui, quand on propose des parcours de formation, mais il n'y a pas forcément de cantine qui est mis en place, il n'y a pas forcément, vous savez, d'aide pour ne serait-ce qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B, ne serait-ce que de logement à côté pour ceux qui viennent de très loin, ben, on a du mal à fédérer les jeunes. Mais on s'étonne, je dis, mais ici, on a le Crous, on a des logements, on a plein de choses. Donc, on veut copier certaines choses, mais qui ne sont pas adaptées à nos réalités, à nos besoins. On aurait dû commencer par faire des écoles, des centres de formation dans nos villages. Je pense qu'on pourrait commencer par ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans une grosse forme d'industrialisation. Vous savez, déjà, rien que le fait qu'on peut avoir des petites machines semi-industrialisées, c'est déjà beaucoup. Ça facilite aussi, ça aide les gens. Et je ne parle pas que du change, je parle même en ville. Il y a des gens partout qui ont besoin de faire quelque chose. Je veux dire, l'Afrique, c'est pas que la misère. Mais aujourd'hui, sans la formation, on ne peut pas avoir des services de qualité. Est-ce que cette misère-là n'est pas due au fait que nous sous-estimons les ressources qui créent les richesses ailleurs? Bien nous, sûr. on est banal. Oui. Aujourd'hui, nous banalisons nos plantes, par exemple. L'Inde est en train de récolter énormément d'argent sur leurs plantes, ce qu'on appelle les plantes ayurvédiques, pour la beauté des cheveux et du corps. Les saunas hammam, on utilise leurs plantes aromatiques, etc. Nous avons les mêmes, c'est les noms qui changent, ou alors leur équivalent. Donc, c'est l'ignorance aussi. Oui. Le fait de dénigrer ce que nous possédons et le manque d'initiative. Voilà. Mais c'est à vous de trouver des solutions. Mais la solution, Oui, c'est... on va pas finir. Moi, j'ai trouvé... Ah non, on va pas finir cette émission Non. sur une note d'optimisme. Non. Non. Je refuse. Moi, avec j'ai balayé des devant jeunes ma autour porte. de moi. Que moi, j'ai raté le coach, ma génération est tout ratée. Je vais pas l'accepter pour vous. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose à donner, comme Bouba, ce qu'il fait par rapport au sport, comme elle, ce qu'elle fait par rapport au concours de Miss. On a tous des outils. Moi, Vous par aussi, exemple, vous êtes designer industriel. oui, voilà, ce que je porte en disant aux gens, on a besoin de choses qui nous ressemblent. Vous voyez, l'Europe est faite pour les Européens, vous voyez, dans leur manière de faire, d'agir, de penser ou même de consommer, etc. Mais on n'est pas dans les mêmes optiques et on n'a pas la même culture aussi. Donc aujourd'hui, on a besoin des choses qui nous ressemblent. Et on n'a pas assez de gens qui se disent « je suis fière ». Par exemple, moi, je suis fière d'être naturelle. Pour moi, c'est une question aussi identitaire, d'avoir mes cheveux, d'avoir une couleur de peau qui n'a pas été altérée, etc., de pouvoir me représenter comme ça. Je veux que nos petites filles se disent « on peut être dans ces sphères-là et elles me ressemblent ». Et ça, on en manque cruellement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je milite profondément, c'est cette question du complexe. J'ai des perruques de temps en temps, mais pas parce que je suis complexée, parce que j'ai envie d'avoir les cheveux raides, par exemple. Et j'ai pas eu le temps de faire mon brushing. Mais Est-ce que Reza va penser à mettre en place, dans le cadre de l'alimentation bio, qu'elle prend d'ailleurs une compote de chenille, le chitoumou, et inviter Bouba à être acheteur et le ventiler à travers le monde, par exemple, parce que ça contient beaucoup de protéines. Mais bien sûr. Les chenilles qui remplacent quasiment le lait qui manque dans les pays de l'Afrique centrale à cause de la mouche tétée sur les animaux comme le cheval, la vache,
les bovins et caprins qui n'arrivent pas à se développer là-bas à cause de la mouche tsetse. Ah oui, moi, je me situe complètement dans ce paradigme-là. Et c'est ce que je transmets aux filles du concours et à toutes celles qui sont dans le programme. J'ai commencé à leur parler, par exemple, des méfaits du lait de vache. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, ce lait, il faudrait le consommer avec parcimonie. Ou plutôt privilégier les protéines végétales que nous avons chez nous, dans la poudre de baobab, qu'on appelle le bouilli, qui est vraiment très nourrissant. Nous avons énormément de plantes comme cela. Combo en lingala. Voilà. Qui peuvent se substituer, qu'on peut utiliser pour substituer les protéines animales qui ne nous conviennent pas, parce que nous avons notre constitution qui fait que nous digérons mal, par exemple, j'ai parlé du lait, je parle même des pâtes. Nous digérons très mal des pâtes parce que nous souffrons vraiment du gluten. Nous digérons mal ces aliments-là, alors que dans notre environnement, nous avons les mêmes, mais qui sont beaucoup plus sains pour nous. C'est cette éducation qu'il faut continuer à faire, et donc on arrivera à des compotes, on arrivera à plein de choses, aux boissons. Il y a des boissons gazeuses qui n'ont de nom que l'orange... Enfin, pardon, mais en tout cas, on se comprend que lorsqu'on vend une boisson 100% jus d'orange... C'est plus un produit chimique coloré qu'on nous vend que... Pourquoi pas vulgariser, continuer, parce que ça a commencé à vulgariser notre jus de bissap, le jus de gingembre, etc. On va trouver que c'est de la concurrence, mais en tout cas, consommons déjà ce que nous faisons, encourageons notre communauté pour faire épanouir nos économies localement. Bouba Fane, qui est aussi dans la mode, hein, est-ce qu'on pourra voir un jour des joueurs africains habillés en t-shirt Borola, Madine Bouba Fane, Madfev, Force Africa Verte. Hein? Est-ce que ce sera possible? Parce qu'on a vu avec Ernest qui s'est beaucoup plus focalisé sur la vente en Europe, et les Français, c'est une marque française, c'est normal. Mais est-ce que Bouba sera celui qui va mettre Fave dans les équipes en Afrique, partout, et dans les motifs Borolan, par exemple, qui nous représentent le plus? Ça fait partie de notre objectif, et je pense que peut-être dans 2 ans ou 3 ans, ça sera visible partout en Afrique. Et ça commencera, Inch'Allah, à partir de l'année 2025. Ça va être visible. Ça va commencer à être visible en Afrique. Très, très optimiste, non, Bouba? Mais je pense que c'est essentiel parce qu'on oublie que c'est que du coton pour tout le monde, en fait. C'est le même cuir, vous voyez, c'est le même animal. Maintenant, comme j'aime bien dire, par exemple, on cuisine pas de la lienne. Donc, que ce soit le poulet fait par les Asiatiques ou le poulet fait made in Africa, ça reste du poulet. Mais la différence, c'est de la manière dont on le valorise, qu'on le vend, le packaging, ce qu'on donne. Je trouve que la culture chinoise qui m'inspire le plus, c'est cette manière à faire comprendre aux gens que ce qu'ils font est bien. C'est pas la rareté, un poulet, c'est poulet. Mais le poulet, de la manière dont tu le présentes... Voilà. Ici, on peut le braiser là-bas, et le griller ici, et le maféiser là. Voilà. Ça reste à la base du poulet. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un vêtement, c'est un vêtement, mais c'est l'image que je l'accompagne. C'est qu'est-ce que je lui donne, comment est-ce que je le vends, comment est-ce que je le perçois, comment est-ce que je l'assume qui attire. Et nous, on a beaucoup de limites à ça. Alors aujourd'hui, oui, les jus. Mais le jus dans quel type de bouteille? Avec quel type d'étiquette? Le conditionnement. Voilà, et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives, mais on ne se rend pas compte qu'il faut que ça plaise. Et pour plaire, il faut mettre quand même le moyen dans le packaging. Pour plaire, le packaging aussi, ou un savoir-faire ancestral exceptionnel? Alors, moi, je dis, nous partons de loin. Nous partons de tellement loin que si même déjà on arrive à assainir la base, à se faire déjà plaisir, à amener notre communauté à consommer, à changer de regard et à donner du crédit et de la valeur à nos aliments, on va développer cette économie qui va nous permettre d'investir dans le packaging. Ce n'est pas rien d'investir dans le packaging pour faire Bouba, le packaging aussi, ça marche pour vous? Si on vous donne comme packaging Diobalar pour déjà porter vos maillots, Diobalar le Congolais, le plus grand sapeur, ça vous conviendrait? Bien sûr, parce que nous, c'est tous les dignes africains, il faut qu'ils portent. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Nous avions sur ce plateau de Tumulte qui a parlé de l'entrepreneuriat. En se posant la question si finalement Paris est la capitale incontournable de la mode africaine, ou si un jour aussi l'Afrique sera la réceptionneuse des initiatives du monde chez elle.
pour que nos enfants puissent vivre le monde étant retenu dans leur continent. Il y avait donc Rezaka, fondatrice du concours Miss Univers Ethno France 2024. Bouba Fane, opérateur sportif et culturel. Et aussi Dagracia Mobenga. Dagracia Mobengo. Mobengo. J'ai oublié le nom de ma propre fille, ma propre Congolaise. Donc, elle est accompagnatrice de projet, aussi designer industriel et beaucoup d'autres chapeaux qu'elle porte, comme la plupart d'entre vous, comme chacun de vous d'ailleurs sur ce plateau. Donc voilà, avant de finir, je vous conseille, je vous recommande d'aller toucher la petite clochette de YouTube sur Télésud Global Africa pour vous abonner et pour suivre nos émissions phares, la plupart de nos émissions qui s'y trouvent. À bientôt. Prochainement, la semaine, nous parlerons d'autres émissions pour vous satisfaire.